Bonjour. Il faut savoir que la constitution de corpus est un processus à la fois long et coûteux. D'où la nécessité de suivre une méthodologie rigoureuse afin d'en assurer la validité scientifique et, autant que possible, la réutilisabilité. Cette méthodologie pourra être guidée par 3 principes généraux. D'abord, un principe de documentation concernant les métadonnées. Il importe de décrire le plus soigneusement possible l'origine et les traitements du corpus. Ensuite, un principe d'automatisation qui visera à acquérir le plus facilement possible le matériau du corpus. Et enfin, un principe de standardisation, en particulier pour la transcription et l'annotation du corpus. Le principe de documentation est directement lié à la validité scientifique du corpus. Un corpus, pour alimenter des observations empiriques, doit pouvoir être situé. Pour cela, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui restituent à l'énoncé son caractère de message pris dans une communication. Qui parle, où, quand, dans quelles circonstances, etc. Toutes ces informations devront être associées au corpus sous la forme de ce qu'on appelle des métadonnées. Le second principe méthodologique évoqué est le principe d'automatisation. Lors de la constitution, en effet, un certain nombre de tâches pourront apparaître comme mécaniques et répétitives. Pour ces tâches-là, on préférera toujours recourir, quand elles existent, à des méthodes automatiques qui permettent de gagner du temps et d'éviter les erreurs liées à la fatigue. Ce serait le cas, par exemple, d'un document qui serait entièrement redactylographié à partir d'une version papier. On préférera plutôt recourir à la reconnaissance optique de caractères, OCR en anglais, pour réviser ensuite manuellement le résultat. Les logiciels d'OCR permettent de passer d'une photographie d'un texte à une suite de caractères reconnus comme tels. En général, ces logiciels procèdent en 2 temps. D'abord, ils identifient les blocs de texte qui composent la page, ce qu'on appelle la mise en page ou layout. Ensuite, pour chaque bloc, ils identifient la suite de caractères qui en composent le texte. Pour l'écrit, une étape importante du traitement automatique est le reformatage. Il s'agit de transformer le format initial d'un document en un format plus adapté pour la suite des traitements appliqués au corpus. Par exemple, bien souvent, on est amené à transformer des documents PDF en texte brut. Cette opération produit parfois du bruit et nécessite une étape de nettoyage. Il n'est pas rare que les pieds de page ou les en-têtes se retrouvent insérés directement dans le corps du texte. Parfois, la disposition en colonne n'est pas reconnue et les lignes de 2 colonnes différentes sont fusionnées. Pour la conversion du HTML vers le texte, il faut éliminer tous les éléments inutiles encadrant le contenu textuel ciblé. Hyperliens, menus, blocs de publicité, etc. Pour mener ces opérations de nettoyage de manière automatisée, il peut être nécessaire d'utiliser des expressions régulières ad hoc. Lors de ces opérations, il faut être attentif à l'encodage des textes finaux. Bien souvent, il est préférable de choisir l'encodage Unicode UTF-8 qui est devenu le standard le plus répandu dans le domaine. Ces méthodes automatiques produisent habituellement quelques erreurs, ce qu'on appelle du bruit, et imposent souvent de procéder à des opérations de nettoyage. Le nettoyage manuel peut lui-même être guidé par des outils automatiques. Par exemple, quand on fait de l'OCR, il est fréquent que certaines séquences de caractères soient remplacées par d'autres séquences, de façon systématique. Pour corriger ces erreurs, on pourra recourir à des méthodes automatiques, par rechercher-remplacer, ou en utilisant des expressions régulières. Enfin, l'utilisation de correcteurs orthographiques peut aussi être utile dans le cas de l'OCR, par exemple pour séparer des mots collés, mais là encore, il faudra être très prudent pour ne pas surcorriger des formes apparaissant dans le texte original. Résumons. Voici une série d'étapes, non exhaustives, qui peuvent être en grande partie automatisées. 1. L'aspiration de sites web, pour l'enregistrement de grandes quantités de documents mis en ligne. 2. La reconnaissance optique de caractères. 3. La reconnaissance automatique de la parole. 4. Le reformatage, par exemple de PDF vers TXT ou de HTML vers XML. 5. Le nettoyage des portions indésirables, en tête et pied de page, publicité, menu, etc. 6. Le réencodage des caractères
par exemple de l'encodage Windows CP 1252 vers l'encodage Unicode UTF-8. 7. La segmentation en paragraphes, en phrases ou en mots. 8. L'alignement de corpus multilingues, c'est-à-dire, dans le cas de traduction, l'appariement des segments originaux avec les segments traduits. Et ainsi de suite. Lorsque plusieurs opérations automatiques sont mises en œuvre, les unes après les autres, on parle de chaîne de traitement, ou pipeline en anglais. Il faut cependant être conscient que toute automatisation implique une supervision manuelle des résultats, voire une étape de révision de ceux-ci. Enfin, le dernier principe qui doit guider la constitution de corpus, c'est le principe de standardisation. Si l'on veut que le corpus puisse être réutilisable par d'autres chercheurs dans d'autres contextes, on prendra soin d'éviter les formats ad hoc et propriétaires, c'est-à-dire non libres, tels que PDF, ou liés à une implantation logicielle spécifique, comme un format de base de données. Depuis 1987, la Text Encoding Initiative, ou TEI, rassemble la communauté académique autour de la définition de bonnes pratiques et de conventions d'encodage des documents textuels. Ces conventions aboutissent à la publication d'un schéma d'encodage en XML, qui est un langage d'annotation, précisant la forme de l'entête, les balises structurelles pour l'organisation du corpus en parties, les balises analytiques pour l'annotation, et ainsi de suite. Pour les corpus oraux, il faut utiliser des conventions pour les transcriptions. Il n'est en effet pas possible d'étudier les structures de la langue orale sous une forme orale et une transcription écrite sera nécessaire. Cependant, comme l'a depuis longtemps formulé Claire Blanche-Benveniste, une linguiste spécialisée de la syntaxe du français parlé, la transcription elle-même est une interprétation de la langue orale, une théorisation, car de nombreux phénomènes ne vont pas de soi. Quelle sera l'unité de traitement, la notion de phrase traditionnelle étant caduque à l'oral? Il faut aussi indiquer les pauses, les fragments incompréhensibles ou les disfluences, les rires, etc. Un point important concerne la transcription des prononciations du type « je sais pas » ou « m'enfin », ce que certains appellent des trucages orthographiques. Faut-il adapter l'orthographe pour être au plus près de la phonétique? On voit sur l'écran une transcription du corpus CLAPI, qui utilise une orthographe adaptée, proche de la phonétique, et une transcription en orthographe standard. Fin est normalisé en enfin, et parce que est codé par parce que. Les deux pratiques coexistent, mais la tendance actuelle semble plutôt être à l'orthographe normalisée pour plusieurs raisons. Premièrement, l'accès à l'alignement audio, les sons qui correspondent à la transcription, est devenu assez facile. L'aspect phonétique de la transcription adaptée perd donc de son intérêt. Deuxièmement, cette orthographe a souvent un effet stigmatisant pour les locuteurs étudiés. Troisièmement, le temps de transcription est beaucoup plus long avec l'orthographe adaptée et l'accord interannotateur plus faible. Enfin, l'orthographe standard est beaucoup mieux adaptée aux outils de traitement automatique qui se développent beaucoup pour l'oral. Il est devenu assez facile d'avoir un alignement audio, voire vidéo, parallèlement à la transcription. Des outils comme Pratt permettent d'effectuer cet alignement et proposent plusieurs couches d'annotation avec le signal, la transcription orthographique et la transcription phonétique. Un chercheur s'intéressant aux prononciations de « enfin » en fera une recherche à partir de la transcription normalisée. Enfin, le codage des dialogues pose des problèmes spécifiques et complexes, car il y a des chevauchements de paroles qu'il faut prendre en compte dans la transcription. Étant donné la complexité de la transcription des corpus oraux, il est évidemment indispensable de suivre des conventions de transcription reconnues et standardisées dans la communauté scientifique. En France, plusieurs recommandations ont été élaborées pour proposer de bonnes pratiques dans la constitution des corpus oraux. Ces recommandations sont en vigueur dans les grands corpus du français oral, comme ESLO, Enquête sociolinguistique à Orléans, le corpus CLAPI ou le corpus TCOF, Traitement de corpus oraux en français. Avant de finir, signalons qu'il reste une dernière dimension à prendre en compte, et non des moindres, car elle doit être intégrée dès le début de la constitution du corpus. C'est la dimension juridique concernant le respect du droit d'auteur et le respect de la vie privée. On le voit, la constitution d'un corpus est un processus long et coûteux qui implique de nombreuses étapes. C'est pourquoi il est important de suivre une méthodologie rigoureuse et d'éviter l'improvisation. On prêtera attention notamment à documenter correctement le corpus,
à automatiser toutes les étapes automatisables pour gagner du temps, tout en supervisant manuellement ces étapes. Et enfin, à viser des standards d'annotation permettant au corpus une meilleure valorisation in fine, ainsi que l'accès à des outils génériques pour l'annotation, la diffusion ou la fouille du corpus.